Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Hello there, Margoulin. Welcome back everybody. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes pour ce deuxième petit épisode de notre session historique de la toile de fond de Medieval 2 Total War Stainless Steel. On va faire une petite présentation du contexte historique global de l'Europe et de la Méditerranée dans les années 1140-1150, époque où se situe le début du jeu et où c'est le début historique. On a déjà bien parlé, hein. On a déjà parlé d'une vaste partie du monde, on a parlé de toute la portion orientale, Empire byzantin, tout le monde musulman de l'époque, les États croisés. Ah, j'ai pas parlé de la Géorgie, merde. Totalement oublié de parler de la Géorgie. Ah merde. Dommage. Ouais. J'essaierai d'en faire un petit point dessus, hein. Mais bon. Tac. Et ici, on a parlé de l'Espagne. Espagne chrétienne. Là, on va embrayer sur l'Occident chrétien, qu'on connaît, qui est la zone de prédilection, hein, où on se bat dans le jeu, etc. Donc on va en parler un peu en profondeur. On fera un petit laïus sur la Scandinavie, très rapide, pas grand chose à en dire. L'Europe de l'Est, quand même, histoire de poser les contextes. Et à la fin, on terminera par la Russie. On n'y passera pas non plus 3000 ans, hein, parce que voilà, surtout là, pour les coûts, etc., c'est compliqué. Hein. Mais au moins, on en parlera quand même dans les grandes largeurs. On terminera par ça rapidement. Même là, je sais pas trop ce qu'ils disent là. Ouais, vous voyez, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Voyez, même là, ils ont du mal. Hein. Ils ont du mal. Et pourtant, ils ont fait des efforts. Ça, si je fais un petit précis sur les peuples des steppes un jour, on verra qu'ils ont fait des efforts là sur le Canada courant. Et bien, sans transition, on va commencer, Margoulin. On va commencer par la papauté. Par la papauté. Allez. Vous allez comprendre pourquoi je démarre par le pape. Bah oui, bien sûr. Mais ils ont fait vraiment des gros efforts. Hein. Franchement, j'ai creusé dans les articles anglais et tout. J'allais chercher 2-3 trucs à un moment donné pour voir au niveau de l'arbre généalogique qu'ils avaient dans la dynastie Kouman. Franchement, c'est. Après, du coup, c'est la bonne période pour eux. 1132, c'était la bonne période à prendre pour eux. Eh ben, ils ont très bien rentabilisé. Hein. C'est très historique quand même. C'est très historique. Alors, on va embrayer sur le monde occidental. J'ai peut-être plutôt. Ouais, non. On commencera par la papauté, mais je vais vous mettre la carte du Saint-Empire. Que vous compreniez un peu mieux. Hop. Alors, pourquoi je vous fais démarrer par ça? Oh, oula. Attendez, tac. Merde, attendez, hop. Merde, je suis en train de foutre en l'air le câble de mon casque. On va parler maintenant de l'Occident. On a beaucoup parlé de l'Empire romain d'Orient. On a brièvement parlé de l'Empire romain d'Occident. On va en parler de Charlemagne et de l'Empire romain d'Occident. L'enjeu en Occident, ici, c'est la reprise de la dignité impériale. Ah, mais on va en reparler. On va en reparler, parce que c'est compliqué quand même. C'est plus compliqué que ça, hein. Mais on va en reparler. L'enjeu en Occident à l'époque, toutes les cartes sont inexactes, hein, Hierophante. Ils peuvent pas faire toutes les cartes. Regarde, la carte de France est inexacte, la carte de l'Empire est inexacte, tout est inexact. Donc ils sont obligés. L'enjeu en Occident, c'est la récupération de la dignité impériale d'Occident. Donc Rome s'effondre en 476, les barbares se partagent l'Empire. Les barbares, du coup, comme on l'a dit au début, qui n'étaient pas seulement des envahisseurs, c'était aussi des fédérés, des associés de Rome qui ont pris progressivement leur indépendance. Ils se partagent l'Empire et ils créent des royaumes mixtes, un peu bâtards, entre influence romaine et influence barbare. Entre autres, l'Empire des Francs, qui est originaire à la base de la Belgique, Benelux actuelle, des Flandres du Nord, etc., jusque Soissons et quelques, jusque la Somme, en gros. Désolé, hein. Oh putain. Jusque la Somme environ. Et ce royaume franc
va s'imposer avec Clovis et ses descendants sur la totalité de la Gaule et sur une large part de l'Allemagne actuelle. Voilà. C'est un royaume extrêmement complexe avec des querelles successorales extrêmement importantes. Hein. Vous pouvez regarder, hein, vous vous renseignez un petit peu sur internet, il y a des très bonnes vidéos, des très bons livres aussi faits là-dessus, sur notamment la Fade, les querelles successorales fratricides entre les Francs. C'est vachement intéressant, hein. C'est Game of Thrones-like. Hein. Franchement, il y a de quoi faire, mais des Game of Thrones à plaisir avec ça, avec les Fades des Francs. Si bien qu'au final, le pouvoir de ces rois va se dissoudre un peu, et vont émerger des maires du palais. Ces maires du palais vont être les détenteurs effectifs du pouvoir. Charles Martel qui repousse les musulmans à Poitiers en 732 est le maire du palais du royaume de Francie, d'un des royaumes de Francie. C'est un peu la même chose que ce que vous disiez du coup avec les Abbassides. Les Abbassides exercent un pouvoir symbolique nominal, mais le pouvoir effectif est entre les mains des Seldjoukides, par exemple. Sauf que les Abbassides ont pour eux d'avoir cette légitimité symbolique qui leur vient du prophète. Les Francs n'ont pas cette légitimité symbolique. Ce qui explique que finalement, hop, les maires du palais vont finir par renverser les Francs, mérovingiens, descendants de Clovis. Et ils vont créer une nouvelle dynastie, les Carolingiens. C'est Pépin le Bref qui va renverser le dernier roi mérovingien. Pépin le Bref va le faire avec l'accord de la papauté, le pape, ici présent. Pourquoi le pape va le faire? À ce moment-là, le pape est encore en quelque sorte le vassal de Constantinople. Il faut bien voir que la division entre catholicisme et orthodoxisme... Ah, t'inquiète, on va en parler. Parce que c'est pareil, justement, je terminerai un peu là-dessus. Il y a deux enjeux principaux. L'enjeu principal, c'est la légitimité et la légitimité de la succession. Et la succession chez les barbares, voilà. La succession chez les barbares, chez les francs et chez tous ces peuples-là, c'est le partage salique. C'est-à-dire que tu partages ton royaume entre tous tes fils. Pour que tous les fils aient une terre. Et c'est pas totalement débile, hein, parce que ça permet de former des très grands empires qui peuvent durer, puisqu'ensuite vous avez une multitude de royaumes francs qui restent dans la grande entité franque, mais derrière ça crée des querelles fratricides cataclysmiques, quoi. Et c'est ce qui se faisait avec les Francs, c'est ce qui se fait avec les Mérovingiens, et avec les Carolingiens, les descendants de Charlemagne. Mais t'inquiète, on va y revenir. Le pape, en tout cas, va permettre à Pépin le Bref de remplacer le mérovingien. Il va se faire sacrer roi des Francs par le pape. Pourquoi? Ah bordel. Pourquoi le pape va faire ça? Ah, j'ai la crève. Attendez, je coupe le micro le temps que je me bouche. Bonne merde. Bon. Pourquoi le pape va faire ça? Le pape, à l'époque, est encore en quelque sorte le vassal de Byzance. Il faut bien voir que la séparation entre l'église romaine et l'église de Constantinople, l'église orthodoxe et l'église latine, catholique, n'est pas franche. Quand on parle de schisme de 1054, le grand schisme entre Orient et Occident, c'est une date symbolique que nous on utilise. À l'époque, ça n'a pas fait parler du tout. C'est pour ça que le vrai schisme, il est en 1204. Le schisme entre le monde latin et le monde grec, c'est 1204. Là, vraiment, les latins, ils saccagent Constantinople, c'est la catastrophe. Mais cette séparation progressive entre orthodoxisme et catholicisme, elle est très diffuse, très lente. Quand on est dans les années 700 et quelques, le pape est un des patriarches de l'église chrétienne. Mais il y a 5 patriarches. Il y a Rome, Constantinople, Antioche, Jérusalem et Alexandrie. Il y a 5 patriarches. Le pape est un parmi d'autres. Et le pape est dans une situation temporelle, au sens géopolitique, extrêmement compliquée. Avec les invasions des Lombards. Les Lombards qui déboulent d'Allemagne et qui vont s'installer en Lombardie actuelle et dans tout le nord de l'Italie et qui vont faire une pression progressive sur le pape. Donc le pape va négocier la montée en puissance des Carolingiens et de Pépin le Bref en Occident contre la protection contre les Lombards. C'est ce que va faire Charlemagne. Charlemagne va renouveler et confirmer cette protection et va créer les États pontificaux. Il va donner au pape un territoire temporel sur lequel régner pour se protéger. C'est pour ça que le pape a un territoire. Et un territoire qui est appelé à s'agrandir. Et à la Renaissance et pendant les guerres d'Italie dans les années 1500, c'est une puissance locale qui compte en Italie. Vous voyez? Mais
L'origine de tout ça, c'est Charlemagne et Pépin le Bref. Et surtout Charlemagne. C'est pour ça qu'ensuite, Charlemagne va récupérer la dignité impériale en devenant de Charles, roi des Francs, il va devenir Charlemagne, Carolus Magnus, empereur d'Occident. C'est une alliance comme ça entre le pouvoir temporel. Oui, oui, enfin là, vraiment, tu rentres dans les. Ouais. Ah, écoute, si tu veux, mais là, t'es trop précis, mec. On pourra en parler à un moment donné, mais là, t'es trop précis. Il y a aussi l'arianisme, hein, si tu remontes, t'as l'arianisme, etc., qui est beaucoup plus connu. T'as le. Salam. Salam alaikum. Alaikum salam. T'as raté toute la portion sur le monde musulman, Copa 76 algérien. T'as raté toute la portion sur le monde musulman. Là, désolé, on va parler du pape et des chrétiens. Mais du coup, voilà. Et cette alliance, du coup, entre le pouvoir temporel de Charlemagne, empereur d'Occident, qui protège le pape. Le live ne se lance pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Tu nous diras si tu y arrives. L'alliance entre le pouvoir temporel de Charlemagne et le pouvoir spirituel du pape va progressivement être battue en brèche par le délitement de l'Empire carolingien. Parce que c'est une alliance extrêmement puissante, hein. Vous avez le pape qui confirme le pouvoir de l'empereur carolingien, on pourrait dire c'est appelé à durer. Le pouvoir carolingien, il va se déliter. Il va se déliter entre principalement les invasions vikings, qui vont être une source de déstabilisation énorme, absolument énorme, et surtout entre la division de l'Empire. La division de l'Empire, elle va se faire entre les trois fils les trois fils du fils de Charlemagne, je crois. Donc les trois petits-fils de Charlemagne, avec notamment la Francie occidentale qui va devenir la France, et la Francie orientale qui va devenir l'Allemagne et le Saint-Empire romain germanique. Voilà la base de la géopolitique européenne à cette époque. Et l'enjeu pour ces États va être d'acquérir à la dignité impériale ou de se protéger de celui qui aura la dignité impériale. Voilà, voilà. On va rester sur le pape. Donc, certes, ici, comme on l'a dit, on a la création des États pontificaux, mais sa situation, elle est extrêmement compliquée jusqu'à peu près au Xe siècle, quand même. Sur le plan, toujours pareil, temporel et spirituel. Pourquoi? Notamment au niveau... toute la portion Xe siècle, 8e, 10e siècle, donc pendant que le pouvoir carolingien se délite, vous allez aussi avoir un délitement de la symbolique pontificale. Il faut comprendre qu'à l'époque, le pape, justement, a besoin de se poser une stature. Oui, oui, bien sûr. Il faut comprendre que le pape, il a besoin de se poser une stature. C'est pour ça que, par exemple, il cautionne Pépin le Bref. Comme ça, c'est lui qui donne le pouvoir à ses souverains puissants. Donc, quelque part, ça le rend puissant, vous voyez, dans l'idée. Mais le pape est un peu en manque de légitimité. Comme je l'ai dit, c'est un patriarche parmi d'autres. Il a besoin de se hisser comme le représentant de l'Église catholique et de l'Église occidentale. Mais c'est extrêmement compliqué pour la situation ici. Ils sont très décrédibilisés. Il y a énormément de pratiques de ce qu'on appelle la simonie. La simonie, c'est le trafic de sacrements, etc. Vous avez aussi tout ce qu'on appelle le nicolaïsme à l'époque, c'est-à-dire justement le fait qu'on est en plein dedans avec Kingdom Come Deliverance, le fait que les prêtres, il y a énormément il y a une morale extrêmement lâche des prêtres. Vous avez des prêtres qui ont rang de prince, de gouvernement temporel. Vous avez des prêtres qui ont des enfants qui vont hériter de duchés, de baronnies, etc. Donc c'est compliqué, quoi. Au niveau de l'image de l'Église, elle est très compliquée. Et son pouvoir temporel n'est pas respecté. Ça va se changer au XIe siècle. Non, ça je crois que c'est la simonie, la vente des indulgences. Je vais chercher le nom. Pas la vente des sacrements, mais la vente des indulgences. Ça, c'est la simonie, ça. Le nicolaïsme, c'est le... Attends, je vais vérifier. Je crois, hein. Ça, c'est... Là, je brode un peu dans les souvenirs, là. Attendez. Je vais vérifier pour voir si je dis pas de conneries. Bah, aussi, le chat peut vérifier, comme ça, je continue à avancer un petit peu. Mais normalement, je pense que c'est ça. Donc voilà, donc l'image de l'Église, elle est très dégradée. Tout ça va être transformé par la réforme grégorienne du XIe siècle. Donc là, on est après cette réforme grégorienne. La réforme grégorienne du XIe siècle, c'est fondamental dans l'histoire de l'Église. C'est là où ça va poser tout le cadre institutionnel de l'Église. C'est l'origine du célibat des prêtres, c'est l'origine du collège des cardinaux, que vous avez là, hein, collège des cardinaux, qui va élire le pape. Ça va poser le cadre de cette Église. C'est aussi le moment où le pape Grégoire
va entrer en conflit avec les États européens au sujet des investitures. C'est ce dont on parlait tout à l'heure quand on parlait du Portugal. Le pape va batailler contre les rois pour savoir qui nomme les évêques. Ça paraît logique aujourd'hui que ce soit le pape, mais à l'époque, pas du tout. À l'époque, notamment, c'est Charlemagne qui nommait les évêques. Donc, voilà. Tout ça, le pape va réussir à s'imposer, à normaliser l'image de l'Église et à s'imposer. Ah, bah tant mieux. Je me disais quand même. Et à normaliser l'image de l'Église et à s'imposer devant les rois. À côté de ça, on a un nouveau, je crois que c'est pas lui. Innocent V, c'est pas Innocent III. Ah si, c'est lui. Si, c'est lui. Voilà, c'est ça, voilà, c'est ce que je disais. Donc c'est ça. Donc c'est notre ami, le prêtre de Kingdom Come Deliverance. Et à côté de ça, on a un autre pape très important, en plus de Grégoire, c'est Innocent III. Innocent III, c'est lui... ah oui, c'est lui qui va créer l'image de l'Église comme on l'aperçoit au Moyen-Âge, en quelque sorte. C'est lui qui va vraiment avoir l'Église, qui va être dans la puissance en acte de l'Église. C'est lui qui va mettre en place l'Inquisition. C'est lui qui va mettre en place les discriminations contre les Juifs. C'est lui qui va mettre en place, qui va institutionnaliser la croisade. Vraiment, vous allez avoir, faut bien comprendre qu'avec le pape Innocent III, vous allez avoir la croisade, ça va être quelque chose de normé. Si vous partez tel temps en croisade, vous aurez tel type d'indulgence et de levée de vos péchés. Vous voyez, c'est très précis. C'est lui qui va institutionnaliser les sacrements aussi, par exemple. Donc, la réforme grégorienne, elle organise la vie de l'Église, avec les temps de prière, etc. et autres. Innocent III, c'est lui qui va organiser la puissance extériorisée de l'Église, en quelque sorte. Et cette lutte pour le pouvoir, c'est ce qu'on voit dans le jeu. C'est plutôt bien foutu, je trouve. Il va exercer progressivement cette influence sur les rois. Torquemada, c'est beaucoup plus tard. Torquemada, c'est à l'époque de Christophe Colomb, 1492, et des rois catholiques. Torquemada, c'est le grand inquisiteur de la fin de la Reconquista, qui va être à l'origine de l'expulsion des Juifs et de la conversion des musulmans d'Espagne, en 1492. Mais voilà, donc Innocent III, c'est lui qui va mettre la puissance de l'Église en acte. Cette lutte d'influence, donc, elle va avoir des grosses répercussions sur les rois. Hein. Vous allez avoir des rois portugais qui vont être excommuniés et autres, des rois espagnols aussi, aragonais, machin, enfin, des rois de France. Hein. Vous allez avoir une lutte très importante avec les rois de France, notamment Philippe le Bel. Et ce pouvoir va justement commencer à se déliter, en partie à cause de la France. Ah, trop compliqué, on en reparlera. Mais il faut comprendre que l'Inquisition à la base, vous allez comprendre plus ou moins déjà mon opinion sur le sujet avec ça. L'Inquisition, c'est la constitution par l'Église d'une procédure judiciaire organisée. C'est ça, l'Inquisition. L'Inquisition, c'est le fait qu'il faille une enquête pour déterminer. Et en fait, paradoxalement, on a tendance à voir ça comme un curé taré qui déboule quelque part et qui crame tout le monde. Un inquisiteur, c'est justement un mec qui va aller mener l'enquête pour savoir si la personne est hérétique. Vous voyez ? On sort du saccage sauvage. La vraie image qu'on a de l'Inquisition, en fait, elle est influencée par deux choses, par trois choses. La croisade des Albigeois en 1200, qui va être assez violente sur le pays toulousain, par la Reconquista, la fin de la Reconquista, Torquemada 1492 et l'Espagne, qui sont un peu vénères et un peu tarés, et par la Renaissance, dans les années 1600, c'est là, en plein humanisme, où vraiment l'Inquisition va être extrêmement violente. Et où l'Inquisition... Et en fait, non, c'est même pas l'Inquisition qui va être violente, c'est la population qui va être extrêmement mystique, obscurantiste, et qui va un peu pogromer à tout va. Mais l'Inquisition, c'est une procédure judiciaire. Désolé, je vais me remoucher. C'est un calvaire, putain, j'ai vraiment la crève. Fallait que ça tombe aujourd'hui. Donc voilà. Mais donc, la France n'est pas pour rien dans la perte de puissance de la papauté. L'influence du roi de France va être déterminante là-dessus. Elle va s'opposer de plein fouet au pape en établissant une doctrine parallèle qui est le gallicanisme, qui est une forme d'ingérence du roi de France dans les affaires religieuses. Et surtout, ensuite, elle va mettre le pape sous tutelle en mettant le pape à Avignon. Vous allez avoir toute une série de phases avec des papes français
où la France va vraiment influencer, dominer le jeu de l'élection des cardinaux. C'est elle qui va tout faire. Si vous voyez la série des Rois Maudits, vous vous en rendez compte, mais puissance 10 000. La France mène le jeu de l'élection des cardinaux dans le collège. Il y a une part significative de cardinaux qui sont français, une part significative d'italiens. Voilà. Et d'autres cardinaux divers. Mais dans cette époque-là de 1300-1400, la France domine le jeu. Mais d'un côté, ça va décrédibiliser l'Église. Et en plus, pour le consigner là, question de lutte d'influence à Rome. Il faut voir qu'en plus, les papes sont extrêmement gênés par le jeu d'influence des familles romaines, qui est très dangereux pour elles. Et donc, à un moment donné, le pape, à la fois le français va aller chercher le pape par la peau du cul, littéralement, sur place, et va offrir au successeur des papes auxquels elle était opposée une forme de protection, en quelque sorte, et de sécurité en allant à Avignon. C'est à la fois, c'est un double jeu, un jeu de dupes. À la fois, on vous protège des familles romaines rivales, et en même temps, bah, on a pété la gueule à tes successeurs. Toi, t'es un puppet qu'on a mis là à la place. Tu fais ce qu'on te dit, quoi. Voilà. Mais ça va décrédibiliser l'Église en partie, parce que du coup, tu vas avoir deux papes après. Au début, ça va tenir cette situation des papes d'Avignon, mais ensuite, tu vas avoir des papes d'Avignon versus papes de Rome. On appelle ça le grand schisme d'Occident. Ça va durer un siècle, et ça va être à la base, en partie, de la réforme protestante, qui verra là vraiment l'affaiblissement de la papauté. Ça, plus les papes, les vies dissolues des papes de la Renaissance, etc. Enfin bref, très compliqué quoi. Bon, on va passer à autre chose, hein, parce que là, il faut qu'on avance. On va passer à la France, justement. On commence à parler de la France, passons à la France. Hop. Passons à notre douce France. Alors, la France. Qu'est-ce qu'il en est de la France? La France, c'est l'héritière de la Francie occidentale. La Francie occidentale, du coup, qui est toute cette portion. Hop, si on se met là, c'est même plus petit que ça, en fait. Hein. La Francie occidentale post-Charlemagne, ça fait ça, environ. Ça fait tout ça. Vous n'avez même pas la Bretagne, vous n'avez pas la Bourgogne, etc. Vous n'avez pas la Provence. C'est pas grand-chose. La France, après Charlemagne, est déstabilisée en profondeur par les invasions vikings. Les rois carolingiens vont être impuissants à faire face aux invasions vikings. C'est ce qui va être la cause de la perte de leur délégitimation et de la montée en puissance des baronnies féodales. Forcément. À un moment donné, le premier devoir d'un suzerain et d'un souverain, c'est la protection. Si le roi de France n'est plus capable de vous... Le roi des Francs, pardon. Si le roi des Francs n'est plus capable de vous protéger, vous allez chercher protection auprès de la personne efficace, c'est-à-dire votre seigneur, c'est-à-dire la personne qui a un château sur place, c'est-à-dire le noble. D'où la montée en puissance des féodalités. Si bien que le pouvoir des Carolingiens va être tellement décrédibilisé qu'à terme, après de longues guerres de succession que je vous passe, etc., des crises successorales et autres, on va avoir l'élection d'un nouveau roi, d'une nouvelle dynastie, en remplacement de cette dynastie carolingienne bafouée. C'est la dynastie des Capétiens. C'est Hugues Capet qui va être élu roi. Pourquoi Hugues Capet va être élu roi? Parce que c'est le petit seigneur de l'île de France, ici. Mais il faut bien voir qu'à l'époque, vous avez d'immenses barons. Si je charge mon truc, hop, ma partie, pour qu'on ait toutes les villes. Ah, je suis con, je pourrais faire un toggle faux, hein. Mais je suis con comme un balai. Depuis le début, j'utilise même pas toggle faux, en fait. C'est dommage. Bah écoutez, trop tard. Hein. On utilisera toggle faux pour la suite. Vous avez par exemple le baron d'Aquitaine. Vous voyez la taille du duché d'Aquitaine comme elle est monstrueuse. Vous avez les comtés de Toulouse, vous avez des comtés vraiment monstrueux, le comté de Flandre extrêmement riche, le duché de Bourgogne, etc. Et en face de ça, vous avez l'île de France, qui est encore plus petite que ça au départ, qui est vraiment un petit duché, là, le comte de Paris. Et Hugues Capet est à la fois un petit seigneur féodal, donc qui ne causera pas vraiment de tort aux autres seigneurs et qui ne pourra pas menacer leur pouvoir, et en même temps, il est l'héritier quand même d'une famille assez connue, la famille des Robertiens, puisque c'est l'héritier du comte Eudes de Paris qui a repoussé les Vikings à Paris. Quand ils sont venus à Paris, si vous avez vu la série Vikings, voilà. C'est Eudes de Paris, le comte Eudes, qui repousse les Vikings. Donc il a une certaine légitimité, une aura, etc. Le coup de force des Capétiens, ça va être de complètement inverser cette tendance. C'est déterminant dans l'histoire de France, et même dans notre vision qu'on a en France de l'histoire de l'Europe.
C'est pour ça qu'on a tendance à voir notre parcours historique comme l'espèce d'aboutissement ultime. En gros, pour nous, ce qu'on a fait, c'est l'aboutissement ultime, ce qui est contestable, hein, ce qui est très contestable. Mais c'est comme ça qu'on a tendance à le voir, je trouve, en France. Le roi de France va réussir le tour de force d'unifier, de centraliser son royaume et d'en faire la première puissance d'Europe occidentale. Ça va se baser sur une chose, et on conclura par ça à la fin, sur la constitution d'une légitimité à toute épreuve. Et ça, c'est à la fois dû à les mouvements des Capétiens, mais aussi à ce qu'on va appeler le miracle capétien. C'est-à-dire que pendant 300 ans, pendant près de 300 ans, vous n'allez pas avoir de querelle de succession majeure en France, ni de problème dynastique majeur, puisque pendant 300 ans, vous allez avoir une lignée généalogique complète, totale, claire, des rois de France, chaque roi ayant un fils qui va être son héritier. Et ça, vraiment, c'est extraordinaire pour l'époque. Si vous regardez ce qui se passe en même temps au Portugal, en Léon, en Castille, en Aragon, en Angleterre, on va pas parler du Saint-Empire parce que c'est un autre sujet, c'est un bordel généralisé. On parlera d'Angleterre tout à l'heure, mais c'est un bordel généralisé. En France, pendant 300 ans, vous allez avoir une lignée généalogique claire avec un roi, un successeur, un roi, un successeur. Ce qui va permettre en fait à ces rois qui vont être élus au départ par leur père de ensuite faire élire leur successeur de leur vivant. Et donc à terme, d'instaurer non plus une succession par élection, mais une succession par primogéniture. C'est-à-dire qu'à terme, on va arrêter d'élire le premier fils du roi. On va juste dire c'est le premier fils qui est élu, qui n'est pas élu, qui est roi, c'est tout. Un grand nombre de bébés tués à la naissance en soi à l'origine, c'est-à-dire... Ah, tu veux dire même par rapport au querelles de succession, est-ce qu'il y a des frères, etc. En quelque sorte, il y a des explications, parce qu'il y a quand même eu des problèmes successoraux, hein, on en parlera dans des prochaines vidéos, etc. Mais je pense qu'il y a quand même un truc aussi, c'est que au final, tu vois, au départ, par exemple, le fils du capé est élu de son vivant. Donc il n'y a pas d'ambiguïté en fait. Quand tu élis ton roi est acclamé par la majorité des barons. Tu n'as pas de problème de guerre de succession et de guerre fratricide, techniquement, hein, techniquement. Mais dans l'idée. Dans l'idée, il a été élu. Donc tout le monde est censé être d'accord pour qu'il soit roi. Tu vois, tout le monde a accepté le principe de l'élection. On n'est pas sur un contexte où tu vas avoir un fils qui va récupérer, quoi. Hein. Bon là, il faut pas trop digresser, hein, bon enfantin. Mais donc voilà, donc tu vas avoir une stabilité dynastique pendant 300 ans. Ah non, 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 non. Ça, c'est un mode de succession très typique de qui Chez quel peuple? C'est quel peuple qui fait ça? C'est pas les Mongols? C'est quel peuple? C'est peut-être les Mongols? Non, c'est pas les Mongols. C'est pas les Mongols. Il y a un peuple qui fait ça. Les Ottomans. Les Ottomans faisaient ça. Les Ottomans, t'allais buter tes frères. T'allais buter ton frère pour être sûr qu'il ne te pose pas de problème pour ta succession. Mais littéralement, hein, c'était admis. Hein. Quand t'arrivais au pouvoir, tu butais tous tes frangins pour être sûr qu'il n'y en a aucun qui pose problème. C'est un autre mode de succession comme un autre. Mais la France a réussi à passer de l'élection à la légitimation de la primogéniture. Primogéniture, c'est le fils aîné hérite de tout. Et les autres fils n'ont globalement pas grand-chose. Elle a réussi à passer à ça, elle a réussi à le faire imposer, elle a réussi à construire une légitimité. La base de sa légitimité, c'est aussi Saint-Louis. Hein. Saint-Louis, c'est fondamental. Saint-Louis, il faut se dire que tous les rois de France après Saint-Louis seront descendants de Saint-Louis. C'est l'autre point d'achoppement. Même si ensuite il y a des digressions dans les branches, etc. Saint-Louis, c'est la base. Mais en tout cas, elle a du moins réussi à construire sa légitimité. C'est pour ça que les premiers rois de France sont pas très connus et pas forcément très appréciés. C'est parce qu'en fait, les rois Henri Ier et Philippe Ier sont des rois qui vont surtout chercher à asseoir leur légitimité comme roi, leur légitimité symbolique. C'est des petits seigneurs d'Île-de-France, certes, mais ils vont devenir vraiment le suzerain du royaume. Et Louis VI le Gros, c'est celui qui va vraiment, Louis VI ici, c'est celui qui va vraiment unifier, organiser le domaine royal.
il va faire disparaître les petits barons locaux merdiques qui rendaient Paris impraticable, etc., qui rendaient l'Île-de-France peu sûre, etc. Ils vont organiser la chose. Mais au départ, le roi de France a une influence très restreinte. Et c'est ce qu'ils ont tenté de représenter là-dedans. À défaut de pouvoir avoir un nombre de vassals considérable, ils vous font démarrer avec peu de régions. C'est pas totalement déconnant, en fait, c'est pas historique, mais c'est adapté au jeu. Pour vous montrer que le roi de France est peu puissant. Et qu'il a de puissants vassaux, vous voyez, hein, il y a des putains de garnisons, hein, à Toulouse, etc., et en Bourgogne, et qui sont des vassaux qui le contestent. Avec qui il va batailler. Mais surtout, cette influence, en plus, elle va être mise en danger par deux choses, bien sûr. Le gris, c'est des rebelles, ouais. Mais ça, c'est dans le jeu, tu vois. Et cette influence, elle va surtout être battue, elle va surtout être concurrencée par un royaume, évidemment par le Saint-Empire romain germanique, qui est un monstre, qui est un blob, hein, qui est abyssal, mais qui ne menacera pas tant que ça la France au fil du temps. La vraie menace existentielle sur le royaume de France au Moyen-Âge, à cette époque-là, c'est l'Angleterre. Et donc on va envoyer sur l'Angleterre. L'Angleterre, à cette époque-là, est une puissance, peut-être même la puissance de l'Europe occidentale, à ce moment-là. Tac. Mais l'Angleterre, ça je trouve aussi c'est un truc qu'on a tendance à trop voir, on est focalisé sur une vision de l'Angleterre est une île, donc elle veut déstabiliser le continent, donc en quelque sorte c'est l'ennemi héréditaire de la France. L'Angleterre n'était pas destinée pour moi à être l'ennemi de la France. Il faut voir que l'Angleterre à la base, c'est une multitude d'États saxons divisés par les invasions barbares. Le Wessex, la Northumbrie, l'East Anglia, etc. Je pense d'ailleurs c'est les noms qui sont là. La perfide Albion. Essex, Wessex, vous voyez, Mercie, Northumbrie, etc. C'est les États que vous allez retrouver dans la série Viking, hein, qui est pas trop mal foutu là-dessus. Et qui sont profondément bousculés par les invasions vikings. Là, vraiment, pour le coup, nous, on en a souffert, mais au moins, on était un État à peu près organisé. Eux, ils ont vraiment morflé. La Northumbrie est détruite. Elle est remplacée par un État, réellement un État viking, qui impose des tribus monstrueux sous peine de pillage à la totalité des États de la zone. Cette situation va s'inverser par le royaume de Wessex, qui va réussir l'unification de l'Angleterre. Donc l'Angleterre est un royaume saxon à la base. Hein, c'est un royaume saxon. Je vous passe les querelles de succession et pareil, les embrouilles successorales qui font qu'à un moment donné, le roi Édouard le Confesseur appelle le duc Guillaume de Normandie, qui est donc un vassal du roi de France. Il faut bien comprendre ça, c'est un vassal du roi de France. Il appelle le duc Guillaume de Normandie comme héritier, avec le soutien tacite d'un grand noble saxon, on passe les détails, le roi Harold Godwinson. Harold Godwinson usurpe le trône. Guillaume le Conquérant va passer la Manche pour aller le chercher. On dénigre un petit peu Harold, hein, mais il a quand même réussi à battre aussi les Vikings. Les Norvégiens reviennent à l'attaque à ce moment-là. Harold Godwinson, il a deux menaces à faire. Avant de perdre Hastings, il bat les Normands à Stamford Bridge. C'est la fin de l'épopée normande, en gros. Cette bataille de Stamford Bridge, c'est le coup d'arrêt définitif à la grande geste des Vikings, en gros. Et ensuite, Harold Godwinson, il va à Londres. Il défonce les Normands à Stamford Bridge et il revient à Hastings. Vous voyez un peu le délire. Hein. Et à Hastings, là par contre, c'est la catastrophe. Il est tué au combat. Échec total. Les Normands s'emparent de Londres. Et ils fondent le royaume anglo-normand. Le Regnum Anglo-Normandum. Norman Anglorum, qu'on a là. Vous voyez ? C'est là que l'opposition franco-anglaise, elle démarre vraiment. Parce qu'il faut vous dire qu'en fait, c'est pareil, on ne peut pas le représenter dans les jeux. Ça. On n'imagine pas à quel point le monde féodal est compliqué. Même dans Crusader Kings, tu ne peux pas le représenter. Le fait que... Ah oui, ça oui, je crois. Oui, je crois. Il était de la guerre de Varig. On en reparlera de la guerre de Varig. Hein. Mais vous pouvez pas imaginer à quel point le monde féodal est compliqué. Il faut vous dire qu'en fait, à l'époque, donc Guillaume le Conquérant est roi d'Angleterre. Donc il est l'égal du roi de France. Mais il rend hommage et il ploie le genou pour le duché de Normandie à la France. Donc il est à la fois rival et vassal du roi de France. Vous voyez un peu le délire. Donc il ploie le genou il rend hommage au roi de France pour la Normandie. Vous voyez ? Et le roi de France
peut s'ingérer dans les affaires normandes au titre qu'il est le suzerain de la Normandie. Et il faut voir également que ce royaume anglo-normand n'est pas une entité homogène. Entre la manière de gouverner l'Angleterre et la manière de gouverner la Normandie, c'est le jour et la nuit. Il n'y a rien d'unifié là-dedans. C'est absolument pas central, enfin c'est relativement centralisé, mais c'est pas unifié, c'est pas homogène. Pourquoi ils ont Angers? On en a déjà parlé un peu dans une précédente vidéo, mais pareil, je ne rentre pas dans les détails dans cette vidéo sur les querelles successorales, mais globalement, non, ça fonctionne pas comme ça. Tu vois, en fait, à l'époque, c'est ça, en fait. On a beaucoup de mal à comprendre qu'à l'époque, tu n'as pas vraiment de guerre impérialiste. Faire une guerre à un État, il te faut un casus belli juste. Tu ne peux pas déclarer la guerre pendant gratuitement, sinon tu es mis au banc des nations. Ouais, tu vois, c'est ça, en fait. Tu peux pas... le roi de France, par exemple, ne peut pas confisquer gratuitement un duché ou un comté. Il faut qu'il y ait une bonne raison de le faire. Tu vois, que ce soit vis-à-vis de l'étranger, que ce soit vis-à-vis du pape, que ce soit vis-à-vis de ses propres vassaux. En Angleterre, vous avez un nombre assez important de rois qui vont se faire poutrer par leurs vassaux. C'est pour ça qu'on n'a pas du tout la même histoire en France. En France, on va aller vers une centralisation du pouvoir, vers une affirmation de l'autorité loyale, de l'autorité royale. Tu vois, le roi de France va aboutir vers l'absolutisme avec Louis XIV 500-600 ans plus tard. En parallèle, on va avoir la formation du parlementarisme en Angleterre, avec des rois d'Angleterre qui vont perdre de plus en plus de marge vis-à-vis de leurs barons et vis-à-vis des parlements. Il y a aussi des parlements en France, des cours de justice, etc. Mais en Angleterre, ça va devenir les parlements qu'on connaît, tu vois. En partie du fait de rois incompétents qui se sont aliénés les foudres de leurs barons et qui ont dû donc du coup faire des concessions, des chartes à leurs barons, notamment la Magna Carta, qui arrivera bien plus tard, qui arrivera 100 ans plus tard, tu vois. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais, tu vois, la féodalité, c'est un système extrêmement complexe, et qui n'est pas du tout un système où le roi a les pleins pouvoirs. C'est vraiment quelque chose de très particulier, la féodalité. Et nous, on a tendance à voir ça de manière un peu caricaturale, en disant, oui, le roi de France, c'était un despote, c'était un tyran. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il avait les mains liées sur beaucoup de points. Les rois avaient les mains liées sur beaucoup de points. Et donc, du coup, à la suite d'embrouilles successorales assez importantes, je vous passe, mais ça, cet arbre généalogique, tu sens que c'est des anglo-saxons qui ont fait le mode. Il est très très bien fouillé, cet arbre. Ah oui, c'est aussi ce que je dis. Là, tu veux dire pourquoi le roi d'Angleterre n'a pas absorbé totalement la Normandie. C'est ça. Quand tu veux dire absorber la Normandie, c'est-à-dire, tu veux dire l'unifier au niveau du mode de gouvernement et de ses institutions en quelque sorte locales, ou la séparer du royaume de France. J'attends que tu me répondes. Comme ça, en même temps, je peux boire un petit peu parce que le temps. Et je vais m'emboucher. Je pense que tu veux dire du coup pourquoi il l'a pas séparé du royaume de France. Voilà. Alors, dans l'absolu, tu peux le faire. Tu peux très bien. Tout est possible dans la vie, dans l'histoire, tout est possible. Mais si tu fais ça, si le roi d'Angleterre se décide à faire ça, d'abord, pareil, tu vas froisser tes voisins en mode putain, c'est qui cet impérialiste qui se permet des choses. Tu vas effrayer tes propres barons qui vont dire oula, le mec s'arroge un duché comme ça parce que du coup en plus tu le fais rentrer dans ton domaine personnel. Le mec s'arroge comme ça un duché, il est en train de centraliser son pouvoir, le roi prend de l'importance, du coup nous on perd de l'importance. Donc tu te mets un peu à dos tes barons. Tu entres en guerre avec le royaume de France, qui a un casus belli pour te déclarer la guerre, qui est dans ton bon droit. Tu reçois un interdit du pape. Et surtout, les barons de Normandie ne vont pas te soutenir, en fait. Parce que eux, du coup, voilà, en fait, voilà, j'allais venir. Mais tu vois, les barons vont... les barons normands, ils ont un statut particulier, mais ils sont ravis de ce statut particulier, les barons normands. Parce que comme ça, tu vois, à la fois, en fait, ça leur permet de négocier sur deux plans. Ça leur permet le jour où ils ont un problème avec le duc de Normandie d'aller se plaindre au roi de France, qui va se faire un plaisir de lui mettre des bâtons dans les roues.
et d'accorder des privilèges, de mettre des blâmes à son vassal, le duc de Normandie et roi d'Angleterre. Tu vois un peu? Donc les barons normands ne vont pas te soutenir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les barons normands? Et là, l'Hiérophante, il a tout à fait raison. Ils vont appeler le roi de France à l'aide, en disant que le roi d'Angleterre n'est pas un bon vassal, tu vois, n'est pas un bon suzerain pour eux, qu'il bafoue leurs droits, qu'il bafoue leur charte. Et donc le roi de France va pouvoir saisir légitimement le duché de Normandie. Et c'est ce que va faire Philippe Auguste d'ailleurs. Philippe Auguste va reprendre la Normandie, comme ça. Parce que Jean sans Terre, etc., va le frère merdique de Richard Cœur de Lion va faire des conneries. Et il va récupérer ça comme ça. Tu vois? Donc c'est compliqué, hein. C'est très compliqué à l'époque. C'est très compliqué. Le monde féodal, c'est vraiment fascinant. Mais en tout cas, j'étais en train de parler du coup de Angers. Pourquoi Angers ici? Angers et Poitiers. Angers, c'est le fief de ce mec-là. Non, de ce mec-là. Geoffrey Plantagenet. En fait, le comte d'Anjou va finir par se marier à une princesse anglaise dont le fils, Henri Plantagenet, va hériter du trône. C'est la constitution vraiment de l'empire anglo-normand et de l'empire Plantagenet. C'est là que la dynastie des Plantagenets, qui est donc une dynastie française, le père de ce roi d'Angleterre, ici, qui est le roi Henri II Plantagenet, pardon, il est là, Henri II Plantagenet, le père de ce mec, c'est un comte français. Donc il faut se dire, ces mecs-là, en plus d'être d'origine normande par Guillaume le Conquérant, ces mecs-là sont des fils de barons français. Voilà, donc c'est clairement, on est dans du français pur jus. Et en plus de ça, on en a déjà parlé, le roi d'Angleterre, Henri II, va se marier à Aliénor d'Aquitaine, la grande duchesse de l'immense duché d'Aquitaine. Ce qui va faire que vous allez avoir la constitution d'un empire plantagenet qui va prendre toute la façade atlantique de la France, y compris la Bretagne. C'est monstrueux, hein. Et là, vraiment, la France est en danger de mort. La France est en danger de mort. Oui, tout à fait. T'as tout à fait raison. Parce que du coup, il régnait, il donnait les affaires à des chanceliers, etc. Et eux, ils bataillaient pour soumettre leurs barons félons et séditieux en France, sur les terres françaises. Mais là, vraiment, il y a un danger majeur pour la France. Il faut vous dire que tout ça ici va être rouge. La France ici, ça va être la Flandre et ça là. Et encore même l'Auvergne. L'Auvergne, globalement, était anglaise. C'est monstrueux, hein. Donc là, vraiment, il y avait un danger majeur. Sous le règne de Louis VII, c'est pour ça que Louis VII est mal vu, c'est à cause de cette embrouille et de cette connerie avec Aliénor d'Aquitaine, du coup. Et il faudra... Donc la France va se maintenir à flot pendant cette période et va s'embarquer dans ce qu'on appelle des fois une première guerre de 100 ans. Là, on est en plein dedans, hein, là, ça va être le début, là. 1140 et quelques. On va avoir une succession de guerres ininterrompues qui prendront fin avec Saint-Louis. En gros. Première guerre de 100 ans. 1140 jusqu'à 1260, en quelque sorte. Cette première guerre de 100 ans va être énormément à l'avantage de la France. Grâce à Philippe Auguste, qui va reprendre la Normandie, reprendre le Langevin, etc. Saint-Louis et autres vont batailler aussi pour reprendre une large portion de l'Aquitaine. Et c'est Philippe le Bel qui va grosso modo amorcer la chose. Il restera vraiment qu'une petite bande de terre avant la deuxième guerre de 100 ans. Où là, je vais pas trop en parler, mais là, ce sera une querelle dynastique. Où à cause des mariages, vous allez avoir deux héritiers potentiels au trône de France. Le roi de France, Philippe VI de Valois, et Henri III d'Angleterre. Et là, c'est la deuxième guerre de 100 ans, en 1337. Faut vous dire que, à cause de cette deuxième guerre de 100 ans et de ces... En fait, à la base, à cause de Guillaume le Conquérant, quoi. Hein, qui crée ces liens amour-haine entre France et Angleterre, et qui ensuite va amener, par les mariages, à la constitution de cet empire plantagenet, et donc à ces guerres, et donc à ces mariages, et donc à la guerre de 100 ans, à cause de tout ça, on va avoir des rois d'Angleterre qui vont être des prétendants et qui vont se proclamer rois de France jusqu'en 1801. Jusque Napoléon. Jusque Napoléon, sur le drapeau anglais, il y a les fleurs de lys. Il s'estime roi de France, légitimement. C'est en 1801 que ça s'arrête. Et jusqu'en 1557, avec Calais, il y a des terres anglaises sur le sol français. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. 500 ans pour bouter les Anglais hors de France. Voilà où on en est dans l'histoire. On va faire un bref petit passage par l'Écosse.
Et après, on va accélérer. Hein. Vous voyez, je vais accélérer en fait sur la fin. Hein. La fin, là, quand même, il y a des trucs qui passeront à la trappe sur l'Est. En plus, c'est quand même les régions que je connais moins. Ah, j'ai même pas fait l'Écosse, tiens. J'en ai rien eu à foutre de l'Écosse. J'ai même pas fait une petite... Ah, ça, je savais pas. Je me souvenais plus de ça. D'accord. Titre symbolique. D'accord. Putain, quand même. Hein. Les mecs, ils se refusent à rien. D'où ils sont dus de Normandie, les mecs. On va parler un peu de l'Écosse, rapidement. De l'Écosse et de l'Irlande. Un petit mot rapide. Je vais pas trop m'attarder. Hein. En quelque sorte, ouais. Alors, l'Écosse. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur l'Écosse? Alors, hop. Ah oui, les îles normandes. Ah bah oui, oui. Alors, l'Écosse. L'Écosse, elle va s'organiser en un véritable royaume grâce à la dynastie actuelle qu'on a là, qui est la dynastie des Dunenkeld. Je crois que c'est Dunenkeld. Alors ça, c'est le nom, voilà. Les Dune Chéléennes, c'est les Dunenkeld. C'est cette dynastie-là. C'est l'héritière du roi Duncan Ier le Grand, qui est le roi un peu légendaire de l'Écosse. Et elle va vraiment former un royaume homogène sous le roi qu'on appelle Malcolm III Canmore. Je crois qu'ils en parlent d'ailleurs dans... Attendez, hein, désolé, je vais faire des petits allers-retours. Ce roi Malcolm III Canmore, c'est le roi qui vraiment va constituer l'Écosse en royaume. Voilà, une fac Malcolm III. Hop. Donc, c'est là que vraiment ça va se constituer en royaume. Pas grand chose à dire des Écossais. Oh, non, quand même, hein, quand même. Quand même, là, il se constitue vraiment en royaume. Là, c'est ça qu'il faut se dire. C'est à cette époque-là que vraiment, Malcolm III, c'est le roi qui est à l'époque de Guillaume le Conquérant. Donc vous voyez, globalement... La bonne ref. Mais du coup, vous voyez, faut vous dire que là, en gros, il y a 100 ans, le roi Malcolm III Canmore, qui constitue vraiment l'Écosse en royaume, était aux prises avec Guillaume le Conquérant. C'est d'ailleurs une relation un peu étrange, hein, parce qu'à la fois, c'est un roi qui a un peu l'image de la résistance écossaise face à Guillaume le Conquérant, mais c'est un roi qui en fait lançait des guerres de pillage sur York et sur la Northumbrie, ici. Vous voyez ici, là, sur la Northumbrie. Un peu à la manière viking, et c'est un roi qui allait plouer le genou une paire de fois devant Guillaume le Conquérant. Donc c'est un petit peu ambigu quand même comme relation. Et donc voilà, vous voyez, l'Écosse constituée comme royaume depuis environ 200 ans, vraiment en vrai royaume effectif depuis 100 ans. Là, à l'heure actuelle, le roi ici, c'est le roi David, ouais, c'est ça, David Ier. C'est un roi qui est extrêmement important dans l'histoire écossaise, hein. C'est lui qui va étendre le royaume, etc., qui va vraiment s'immiscer dans les affaires anglaises. Mais voilà, en gros, qu'est-ce qu'il y a à dire sur l'Écosse à cette phase-là? C'est qu'effectivement, bah, elle n'a pas beaucoup de débouchés géopolitiques, hein, vous en doutez bien. Globalement, c'est lutter contre la Norvège et essayer de s'étendre face aux Anglais. Et que globalement, il ne faut pas voir l'Écosse comme une espèce de colonie anglaise un peu à la mode Braveheart. Quand vous regardez Braveheart, c'est pour ça que je dis ça, hein, quand vous regardez Braveheart, vous avez l'impression que les Écossais c'est des pécores. Ouais, voilà. Freedom. Moi j'adore Braveheart, hein. Il est merveilleux ce film. Mais tu comprends rien à l'histoire écossaise quand tu regardes Braveheart, globalement. T'apprends 2-3 trucs, mais c'est pas suffisant. Quand tu regardes Braveheart, t'as l'impression que les Écossais c'est des espèces de pouilleux, c'est des bouseux, et que globalement c'est des colonisés, quoi. T'as l'impression quelque part. Et que l'Angleterre c'est normal qu'elle soit là. T'as un peu ce côté-là, je trouve. Il t'explique pas trop les tenants, les aboutissants. Faut bien avoir compte. Ah, Braveheart, mec, il faut que tu le vois. Ça va être quand je vais lancer mes vidéos sur des films. Écoute, je ferai une petite vidéo sur Braveheart, ça c'est sûr. De toute façon, hein, c'est un film que je ferai. C'est un merveilleux film sur William Wallace, le grand héros de la lutte écossaise et de l'indépendance écossaise contre les Anglais. Vaillant au Québec. Ah oui, peut-être, oui. Ça se trouve, c'est ça en fait. Hein. C'est avec Mel Gibson. Mel Gibson qui fait le grand héros écossais en kilt, là, peinture l'oreillette bleue, là, avec son grand Clément à deux mains. Merveilleux film. Ah mec, il faut que tu le regardes, il est génial. Merveilleux film. C'est vraiment un film ultra stylé, mais c'est un film qui est faux sur toute la ligne historiquement, Yanoux. C'est ça qu'il faut te dire. Gratuité. Mais du coup, voilà. Pourquoi je dis ça? C'est parce que du coup, vous voyez, faut vraiment voir l'Écosse comme un royaume indépendant sur lequel l'Angleterre n'a aucun droit. Tu vois, Yanoux, quand tu disais par exemple faire une guerre, prendre le comté, etc., l'Angleterre ne va pas conquérir l'Écosse. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont pas lancer des guerres de conquête. Ils vont se faire des querelles frontalières sur des duchés sur lesquels ils estiment avoir des droits. À l'époque, il te faut des casus belli pour faire des guerres. Tu vois? C'est pour ça qu'on va chercher dans des magouilles dynastiques,
que tu vas aller creuser pour te construire des légitimités, tu vas construire des fausses pièces pour te dire que tu as tel droit merdique sur un comté. C'est toujours un peu vrai d'ailleurs, même encore dans une grosse partie de l'histoire, hein. Il n'y a pas de vraie guerre impérialiste jusqu'à très très tard, jusque globalement post-Napoléon. Napoléon et post-Napoléon. Sinon, t'as pas de vraie guerre impérialiste. À l'époque, il te faut des casus belli pour faire la guerre. Donc, l'Angleterre ne va pas envahir l'Écosse. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'à terme, l'Écosse va juste s'opposer dans des guerres intestines monstrueuses entre différentes factions, les Balliols, les Bruce, etc. Ça, vous le voyez un peu dans Braveheart. Et du coup, en fait, ces crétins vont appeler aux Anglais à l'arbitrage anglais. Et là, quand tu commences à faire des conneries pareilles, c'est fini, tu vois. Je crois que c'est les Balliols qui sont un peu dans la main des Anglais. Les Balliols vont appeler les Anglais pour leur arbitrage. Donc le roi Édouard Ier, pardon, Édouard Ier va s'immiscer dans les affaires écossaises. Il va finir par occuper le territoire. Il va mettre le royaume sous tutelle. Ah bah, voilà, tu vois. Hein, t'as besoin de construire des claims pendant 4000 ans pour pouvoir envahir ton voisin. En 1940, tu lèves la frontière, hein. Tu lèves le poste frontière et c'est fini, hein. Et tu vois, et donc en fait, l'Écosse même dans les années 1260, quand l'Écosse est en guerre contre les Anglais et autres, tu as toujours un roi écossais, qui est un puppet du roi d'Angleterre, tu vois. Mais l'Écosse est occupée, le roi d'Angleterre est l'espèce de tuteur de ça, et William Wallace se bat contre ça, mais tu as toujours un royaume d'Écosse indépendant, vraiment dans les faits. Ensuite, à terme, le roi d'Angleterre, il arrivera à leur faire plouiller le genou, et la dynastie des Bruce va réussir à se reconquérir l'indépendance. On va ensuite avoir tout le contexte de la Old Alliance, hein. La Old Alliance, c'est l'alliance traditionnelle entre Écossais et Français contre l'Anglais, hein. C'est pour ça qu'on adore les Écossais, hein. C'est nos amis, nos frères, hein. Freedom. Qu'est-ce que je les aime? Qu'est-ce que je leur en veux d'avoir refusé l'indépendance quand on leur a proposé là, par référendum en 2014, je crois, 2015. Bref. Mais à terme, l'Écosse sera réunie par l'Angleterre par des unions dynastiques. Voilà, les Stuarts. La dynastie des Stuarts finira par monter sur le trône en fait d'Angleterre. Mais en fait, c'est pas vraiment présenté comme ça, tu vois. C'est pas l'Écosse qui absorbe l'Angleterre, c'est voilà. Parce qu'en plus, c'était des rois protestants alors que les Écossais étaient plutôt catholiques, tu vois. Donc voilà un peu tout ça. Et l'Irlande, qu'est-ce qu'il y a à dire? Pas grand-chose à dire. Il y a eu un roi suprême d'Irlande autour du XIe siècle qui a été tué à une bataille assez importante dans l'histoire irlandaise, dans l'histoire viking. C'est la bataille de Clontarf. On n'en parle pas beaucoup, mais Clontarf en 1014, 1012. C'est la grosse bataille aussi qui marque la fin de l'expansion viking. Et Stamford Bridge, c'est la fin du rêve viking. C'est le dernier baroud d'honneur. Stamford Bridge contre le roi Harold d'Angleterre, c'est la dernière bataille. Mais Clontarf en 1014, c'est la dernière vraiment grosse affaire viking, où les vikings se font poutrer la gueule par les Irlandais. Donc fin des incursions vikings en Irlande, vraiment. Et en même temps, le grand roi d'Irlande suprême meurt. Donc fin des rois d'Irlande, fin de l'Union. Donc les princes vont s'entre-déchirer en différents petits comtés, le Leinster, le Munster, etc. Et pareil, ces trous du cul appelleront Henri II. Voilà, exactement. Et ils finiront par faire quoi? Eh ben, ils finiront par en appeler à Henri II Plantagenet, le roi d'Angleterre, pour servir d'arbitre. Voilà, vous doutez de ce qui s'est passé, hein. Globalement, le mec, il a posé un pied en Angleterre, et ensuite, bah, derrière, tu blopes tout. Et voilà. Mais il faudra du temps, hein, pour que l'Irlande, hein. Stamford Bridge, c'est le stade de Chelsea? Bah, c'est pas impossible, mec. Attends. Tu peux vérifier? S'il te plaît, comme ça je continue, mais vérifie, mais c'est pas impossible, je crois. Parce qu'en plus, je me demande si dans la zone. Mais je crois que oui, hein. Je crois que oui. Ça doit être un hommage à ça. Et donc voilà, il faudra du temps pour qu'ils soumettent l'Irlande, mais, euh, mais voilà, ils finiront par le faire, évidemment. De toute façon, il n'y a personne d'autre qui peut leur damer le pion. Donc là, on a bien avancé. On va parler maintenant du dernier grand état de la zone, le Saint-Empire romain germanique. Dernier grand état. Hop. Alors, le Saint-Empire romain germanique, on parlait de la dignité impériale. On est en plein dedans. Le Saint-Empire romain germanique, c'est celui qui va hériter de la dignité impériale. C'est le royaume originel de Francie orientale qui va... D'accord, bah ça doit être en hommage, hein, mec, hein, écoute, hein. Ça doit être en hommage. Le Saint-Empire romain germanique,
va être à l'origine le royaume de Francie orientale, qui est ici. Il faut voir que l'empire de Charlemagne, il est allé au-delà des Pyrénées, jusqu'en Bretagne, et il prenait globalement toute l'Allemagne actuelle, hein, ici, là. C'était un machin et tout. La Bohème était une marche. Il y avait des marches ici aussi en Hongrie contre les Avars, un peuple de nomades aussi qui venait des steppes, qui a déboulé jusqu'en Hongrie et qui menaçait l'empire de Charlemagne. Voilà, hein, donc globalement, vous vous rendez un peu compte de l'étendue de l'empire. Et il était en Italie du Nord, évidemment. Le Saint-Empire romain germanique, c'est à la base le royaume de Francie orientale. Ce royaume de Francie orientale va absorber la majeure partie aussi du royaume de Francie médiane. Ces trois royaumes dont on parle, Francie occidentale, médiane et orientale, c'est les trois royaumes hérités du partage de l'empire de Charlemagne. On appelle ça le traité de Verdun, c'est en 843. Les trois vont se partager l'empire. C'est le royaume de Francie occidentale, de Francie orientale, pardon, qui va récupérer la plus grosse part du gâteau et qui va récupérer, vous voyez, toute cette portion-là de ce qu'on appelle la Lotharingie, hein, globalement, et l'Italie du Nord. Le fondateur du Saint-Empire romain germanique, c'est le roi Othon Ier. C'est en 962 où il est couronné empereur par le pape et qui fonde le Saint-Empire romain. C'est nous qui l'appelons le Saint-Empire romain germanique, il n'a pas toujours été appelé comme ça, loin de là. Loin de là. Et il fonde la dynastie des Ottonides. Pourquoi le pape le couronne? Toujours pareil. Protection, volonté de protection temporelle du pape, qui est toujours menacé, qui a une position trop faible en Italie et qui a besoin d'un puissant protecteur. Et ce protecteur, c'était Othon, qui à l'époque était vraiment le grand seigneur de l'Europe occidentale, qui repousse les incursions barbares de l'Est, etc., qui pacifie l'Italie, etc. On a parlé du royaume des Francs, ici, et de la solution qu'ils ont pu trouver à ces problèmes dynastiques. Ces problèmes dynastiques, pour eux, la solution, ça a été de passer à la primogéniture et de constituer un pouvoir symboliquement fort. On a parlé de Saint-Louis, etc. La réponse à ça du Saint-Empire romain germanique, ça va être l'élection. Le Saint-Empire romain germanique restera un État électif tout au long de ces 900 ans d'histoire. 900 ans d'histoire, hein, quand même. Hein. C'est pour ça que nous, en France, on a tendance à voir le Saint-Empire romain germanique comme un espèce d'échec, comme un proto-État non abouti. Je pense que c'est une erreur, perso. Nous, on a notre vision d'un État centralisé, fort, etc. C'est très intéressant, mais il faut se dire que à côté de ça, le Saint-Empire romain germanique a réussi à maintenir tous ces peuples. Attends, on va en reparler. Hein. Qui maintenait tous ces peuples et tous ces États quand même relativement disparates. Hein. Là, on a la Bourgogne on a ici le royaume de Provence, on avait les Flamands, on avait les villes de la Ligue hanséatique de la Baltique, on avait les Prusses, on avait les Bohémiens, on avait les mecs de Bohême, etc. Les Italiens, tout ça réussit à maintenir relativement dans une entité politique homogène qui arrivait à se parler et qui arrivait à faire des trucs. Donc, à voir. Le vrai échec du Saint-Empire romain germanique, ce sera avec les guerres de religion. C'est ça qui le détruira. On en parlera. Là, l'élection, on n'est pas encore au système des 7 grands électeurs. Le système des 7 grands électeurs, ça viendra avec la diète de Prague, je crois, Charles de Prague. L'empereur, justement, Charles IV. Tu vois, l'empereur de Kingdom Come Deliverance. Le mec qui meurt au début, là, dans la vidéo introductive. Le grand empereur de la dynastie de Bohême. Voilà. C'est lui qui va institutionnaliser le système du Saint-Empire romain germanique comme on le connaît relativement bien. Si vous jouez à Europa Universalis 4, vous le connaissez très bien, c'est-à-dire un système avec une diète d'empire qui se réunit et 7 princes grands électeurs qui vont nommer l'empereur. Le lectorat de Brandebourg, la Bohême, l'archiduc d'Autriche, Cologne, Trèves, j'oublie qui, le Palatinat, etc. Voilà. Élection qui sera confirmée par le pape. Bah alors, ça j'ai essayé de trouver un petit peu, j'ai pas poussé trop mes recherches, mais globalement, il y avait quand même un système d'élection beaucoup plus large. Avant, si j'ai bien compris, quand même, il y avait beaucoup plus de princes qui élisaient. Il n'y avait pas non plus le système des villes libres d'empire, etc. En quelque sorte. Fan goth, on va pas en parler, je vais pleurer. Euh, Du coup, ouais, ce système de. Mais il y avait à l'époque ce système d'électeurs et ce système de princes, il n'y a pas de souci, mais voilà. On n'est pas encore au système qu'on connaît dans Europa Universalis 4.
Mais vous voyez, l'élection, le fait qu'on élise l'empereur, va éviter que cet empire se disloque et se morcelle. C'est pour ça que c'est pas un échec au fond. Ils ont réussi leur coup. Vous voyez? L'empire est unifié. L'empire va rester unifié, stable, et va créer un système mental de conservation de l'empire. C'est ça qui est important aussi, c'est que la France va sortir du système féodal en créant l'État français. On va sortir du royaume des Francs pour aller au royaume de France et créer la France. Ça, on va y revenir. Mais du coup, pour créer le royaume de France et pour créer comme ça une entité au-dessus, en fait, de la personne du roi, vous voyez, il y a le roi seigneur et le corps du roi seigneur temporel, et il y a la personne mystique du roi de France, qui est le dépositaire de la France, et qui en est le garant de son unité. Et là, cette unité, elle est tenue par l'élection de cet empereur, qui va devenir, à chaque fois, disons que l'empire survit à l'empereur, quoi. Vous voyez? Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, hein, mais on fera d'autres vidéos dessus si ça vous intéresse tout ça. Hein, mais il s'est disloqué. Mais il s'est disloqué par d'autres phénomènes. Tu vois ce que je veux dire? Et ça a été très long. Il n'y a pas eu de grandes querelles de succession qui ont causé le fractionnement de l'Empire. L'antique royaume d'Arles, qu'on a là ici, le royaume de Provence, là, et même le royaume de Bourgogne, hein, à la base, cet antique royaume d'Arles, c'est le royaume de Provence et de Bourgogne. Il va être bouffé par le royaume de France. Il faut voir que le Saint-Empire romain germanique, il est monstrueux, mais ça n'était pas la menace principale sur le royaume de France. Hein. C'était plutôt l'Angleterre. Donc la France va réussir à grignoter le Saint-Empire. En reprenant la Bourgogne, en s'affirmant en Flandre, en prenant le royaume de Provence. Les Provinces-Unies, ici les Pays-Bas, c'est les querelles de religion. Et c'est ça qui va mettre à bas le Saint-Empire romain germanique, c'est la religion. C'est la montée du protestantisme, la dislocation de l'unité de la Diète, c'est la montée des Provinces-Unies, c'est l'ingérence des pays étrangers, c'est la guerre de 30 ans qui va ravager l'Empire en 1600 et quelques. Là, on est vraiment beaucoup plus loin dans le temps, hein, pour revisualiser. Hein. On est en 1500, début de la Réforme, 1580, guerre de 80 ans avec les Provinces-Unies pour leur indépendance, et indépendance des Pays-Bas. Le troisième, tu es responsable de tes propos. Hein. Le troisième, du coup, qu'est-ce que t'en penses, Hiérophante, du Troisième Reich? Du coup, vas-y, termine ta phrase. Parce que oui, du coup, voilà, ça c'est le premier Reich. Hein. Le Saint-Empire romain germanique, c'est le premier Reich originel. Le deuxième Reich, c'est l'Empire d'Allemagne qui s'est proclamé après la défaite du Second Empire en 1870. Pour vous resituer un peu. Et troisième Reich, eh ben, c'est le petit moustachu, peintre raté, qui va nous amener l'Europe dans la catastrophe. Mais voilà, l'Empire va rester relativement stable. Hein. Et après, bien sûr, il y a la grande question de l'Italie. Parce que revenons à l'histoire de l'Empire du Premier Reich. 962, Othon Ier devient empereur. D'accord? Les Ottoniens, ses descendants, vont réussir à réformer l'Empire. Et notamment, chose très importante, parce que quand je vous disais que ces États sont très différents, vous n'avez pas idée à quel point. Vous imaginez que là, vous avez des cités-États italiennes. D'accord? Comme on les imagine, en face, vous avez des régions où on a encore le droit germanique. La loi du talion, les règlements avec les duels judiciaires, etc. Donc les Ottoniens, ils vont réussir à uniformiser l'Empire et le fonctionnement de l'Empire. Ce qui est déjà pas mal, hein. Et à imposer le droit romain. Ils vont être ensuite remplacés par la dynastie des Saliens, qui vont entrer en conflit avec la papauté. C'est ce qu'on vous parlait tout à l'heure. Quand la réforme grégorienne va arriver, le pape va s'opposer aux différents États européens et aux différents rois d'Europe pour leur disputer l'investiture des évêques. Pour que le pape nomme les évêques. Il faut voir que c'est fondamental. Hein. Un évêque, il n'est pas juste agent de Dieu. Il gère les diocèses, il a des terres, il a une influence commerciale, il peut même avoir une influence militaire. Donc c'est fondamental, hein, la nomination des évêques. Hein. C'est un pouvoir monstrueux. Et notamment, les Saliens vont être en opposition avec ce qu'on appelle la querelle des investitures, qu'ils vont perdre. L'empereur germanique va faire acte de pénitence, c'est Henri IV de Germanie, il va faire acte de pénitence auprès du pape, à Canossa. Il va aller se partir en pénitence, en piété. Hein, en piété. On va y venir, ne brûle pas les étapes. Ne brûle pas les étapes. On va y venir, je parle de l'Italie après. Mais en tout cas, là, on va parler de l'Italie impériale, pas des cités-États.
Parce que là, ça va être après la querelle des investitures des Saliens, on va passer aux Hohenstaufen. Les Hohenstaufen, c'est la troisième dynastie impériale. Parce que quand même, il y a une élection, mais globalement, tu élis un peu en partie quand même les empereurs pour qu'il y ait une continuité. C'est pour ça quand même que ce que tu dis, Copa, là, c'est pas faux. Tu peux dire que ça permet d'avoir un mec complètement inapte. Mais après, en général, sauf si tu as des lignées d'empereurs forts, tu vas avoir du mal à avoir un empereur fort spontanément qui va être élu. Parce que les différents barons auront tendance à vouloir nommer un empereur un petit peu merdique, tu vois. C'est ça en fait. C'est pour ça que c'est d'où l'élection de Hugues Capet. Hugues Capet, il a une légitimité pour se faire élire, mais c'est un petit seigneur de merde, tu vois. Et c'est un peu aussi ce que vont faire le Saint-Empire, tu vois. Le Saint-Empire, tu vas pas vouloir nommer empereur un grand seigneur, tu vois. Tu vas préférer nommer un petit seigneur de merde. Donc, c'est à double tranchant. Mais à cette époque, normalement, Milan, Vérone, Bologne sont des villes italiennes impériales. L'empereur est roi d'Italie, vous voyez. Et cette domination pour l'Italie, ça va être le grand enjeu des Hohenstaufen, et notamment dans l'empereur Frédéric Barberousse. Si vous connaissez l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs Hierophante, j'attends toujours ton avis sur le Troisième Reich, hein Hierophante? Hein? Alors, ce petit point de suspension et ce petit point d'interrogation suspect, qu'est-ce que ça cachait? J'attends. Si vous connaissez du coup le Troisième Reich, l'opération Barbarossa d'invasion de la Russie, c'est hérité de l'empereur Frédéric Barberousse. Voilà. L'empereur Frédéric Barberousse, qui est un grand empereur, qui va être en lutte permanente contre les États italiens, à peu près dans ces eaux-là. C'est pour ça qu'il voulait mettre un rebelle. Vous voyez? Parce que là, regardez, c'est compliqué derrière pour eux. Si vous mettez les villes en non-rebelles, vous allez pas avoir de révolte. Sauf si vous mettez des events. Mais là, toutes ces villes-là étaient en rébellion ouverte contre l'Empire. Ils étaient en train de leur contester la domination. C'est ce qu'on appelle la querelle des Guelfes et des Gibelins. C'est un truc qu'on ne connaît pas trop, mais qui a une importance très importante au Moyen-Âge. Importance très importante. C'est une importance fondamentale. Ah, bravo Hierophante. J'ose le dire. Oh, bravo de porter tes couilles. Bravo de porter tes couilles comme ça, Hierophante. Je suis fier de toi. Écoute, mais c'est la querelle des Guelfes et des Gibelins. Globalement, les villes italiennes, il faut bien voir que les villes italiennes ont un statut un peu particulier en Europe. Ça et les Flamands. C'est pour ça que les Flamands vont poser problème au roi de France, les Italiens à l'empereur. Dans ces deux régions, c'est des régions extrêmement riches, avec des villes extrêmement dynamiques, qui vont voir la constitution précoce d'une bourgeoisie importante. Exactement. Si tu lis la Divine Comédie, c'est très actuel. C'est très actuel. Dans la Divine Comédie, Dante Alighieri, qui est autour de 1200 et quelques, hein, donc un peu plus tard que là, parle des événements futurs dont je vous parle. Là, l'empereur à l'heure actuelle, c'est qui déjà? Ouais, c'est Lothaire, Conrad. Ouais, non, on n'y est pas encore. Conrad, c'est l'empereur de la deuxième croisade. C'est celui qui va se faire péter la gueule par le sultanat de Roum en Anatolie. On n'est pas encore à Barberousse. Barberousse va être un descendant. Friedrich von Hohenstaufen, je crois que c'est lui. Ça va être lui, à mon avis. C'est lui. Friedrich von Hohenstaufen, ça va être lui notre bon Frédéric Barberousse. Faut voir que du coup, Dante Alighieri, il va vous parler de tous ces événements. Et évidemment, il est italien, il est florentin. Il est florentin? Je crois qu'il est florentin. Merde, j'ai un énorme doute. Putain, il est florentin, je crois. Dante Alighieri va détester Frédéric Barberousse. Du coup, dans son histoire, quand son personnage se balade en enfer, il tombe sur Barberousse, évidemment. Il va tomber sur le roi de France aussi, je crois. Et sur quelques papes. Parce qu'il faut voir que du coup, le pape, certes, a couronné Othon empereur pour chercher un protecteur, mais là, ça commence à l'inquiéter un peu de voir les empereurs Hohenstaufen être aussi puissants en Italie. C'est 1300 la Divine Comédie? Ah bon? Merde. Je peux le genre dans mes notes. Ça inquiète un peu le pape d'avoir un si puissant voisin qui peut à ce point s'ingérer dans ses affaires. Du coup, il va tout faire pour le déstabiliser. Du coup, vous avez le parti des Guelfes, qui va être les pro-papistes soutenus par la France, et qui sont en fait les villes de l'Empire, contre les Gibelins, les partisans de l'Empire. Si vous voulez retenir la différence entre les deux, dites-vous que dans Gibelin, il y a un I comme dans les impériaux. Voilà. Ah bon?
Bah d'ailleurs, chez les schismatiques. Bah oui, parce que quelque part, Mahomet est un schismatique, hein, si on y réfléchit 2 minutes. Enfin, si on réfléchit en termes de généalogie des religions. Et si on regarde ça froidement, bien sûr. Ça date de quand, ça? Ah ouais, t'as raison, 1300. Mais à culpa, autant pour moi. Donc du coup, voilà, donc vous allez avoir des luttes d'influence extrêmement importantes en Italie. Hein, par exemple, la bataille de Legnano, c'est une bataille importante qu'on connaît peu, mais où vous allez avoir la Ligue lombarde, avec notamment Milan, hein, qui va emporter la décision et qui va battre l'armée de Frédéric Barberousse, et qui va arracher un début d'indépendance. Il faudra quand même plusieurs centaines d'années pour que les villes italiennes sortent réellement du joug et de l'influence de l'escarcelle, même symbolique, du Saint-Empire. Mais c'est en cours déjà à cette époque-là. C'est pour ça qu'elles sont rebelles. Il y a une influence, mais une influence symbolique dessus l'empereur. Mais on est dans les phases où il bataille. Il bataille pour le faire. Et Barberousse, du coup, va passer toute sa vie à se battre en Italie. Et il mourra en allant en croisade pour la troisième croisade. La troisième croisade, c'est ultra stylé. Hein. Quand vous réfléchissez, vous avez Philippe Auguste de France, Richard Cœur de Lion d'Angleterre et Frédéric Barberousse du Saint-Empire qui partent en croisade ensemble. Hein. C'est vraiment le banger ultime, hein, cette croisade. Hein. Ça, c'est vraiment énorme. Donc voilà. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais. Ensuite, hein, voilà, l'Empire va continuer à évoluer. Notamment, on va avoir des phases de grande prospérité, hein, avec Charles IV, le roi de Bohême, là, etc. Mais progressivement, l'Empire va perdre en influence. Il va avoir un énorme regain avec Charles Quint, qui va être aussi roi d'Espagne, en 1500 et quelques. Mais là, déjà 1500, les guerres de religion commencent. Et la guerre de 30 ans va sonner le glas de l'Empire, qui sera définitivement mis à terre par Napoléon, hein, Cocorico, avec la dissolution officielle du Saint-Empire romain germanique par Napoléon, l'empereur Napoléon Ier, qui va créer la Confédération du Rhin. Voilà. Bon, faut que j'accélère. Là, maintenant, on va passer à l'Italie du Nord. Putain, faut vraiment que j'accélère. On va passer à l'Italie. Je bois un petit coup. Si on s'intéresse à l'Italie, du coup, qu'est-ce qu'on a à dire? On a déjà parlé de la Ligue lombarde. Donc on va pas en reparler. Par contre, ce qu'on va parler, c'est des cités-États. Pise, Gênes, Venise. Parce que Milan, à l'époque, est une petite cité qui n'est pas encore le grand... C'est pour ça que le fait que Milan, dans le jeu Vanilla, soit un comté, c'est pas crédible. Milan, à l'époque, c'est une petite cité parmi d'autres. Elle n'a pas d'importance majeure. Il n'y a pas de vraie importance. Elle deviendra un duché, mais beaucoup plus tard. Le duché qu'on connaît avec les Visconti, les Sforza. Si vous avez joué à Assassin's Creed, vous connaissez, hein, le duché, les guerres d'Italie, etc. Ça, c'est plus tard. Par contre, on a Venise. Venise a un statut particulier, comme commençait à le dire Hiérophante. Dans tout cet imbroglio de villes. Ezio Auditore, let's go Catipace. Venise a un statut particulier dans cet imbroglio italien. Parce que Venise, c'est le symbole de cette Italie qui, à cette époque-là, est encore au carrefour de plusieurs influences. Vous avez l'influence du coup du Saint-Empire romain germanique, mais encore beaucoup l'influence de l'Empire byzantin. Et l'influence, elle est encore très palpable. Hein. Venise, comme le pape, sont encore nominalement et symboliquement des vassaux directs de Byzance. Faut bien le voir, hein, ça. Hein. Ça, on s'en rend pas trop compte. Et vous avez encore des villes italiennes dans la botte qui sont encore, je crois, Néapolis, etc. C'est des villes byzantines. C'est encore des villes qui sont techniquement des villes byzantines. C'est un peu curieux de se dire ça, hein, mais Venise, en tout cas, l'est. Donc Venise est un espèce de bastion byzantin, mais un peu autonome, qui va même résister à Charlemagne, qui va résister à l'influence du Saint-Empire romain germanique. Tout ça en partie avec l'accord de Byzance, et avec son concours. Et c'est une ville qui va se hisser au niveau commercial par son habileté maritime, du coup, qu'elle va mettre au service de Byzance, qui en échange va lui troquer les avantages commerciaux. C'est un peu ça la constitution au départ de l'Empire vénitien. C'est un vassal byzantin très distant, donc assez autonome, qui va être fidèle à Byzance au départ, le soutenir dans ses guerres, je vais charler Venise, le soutenir dans ses guerres, en échange, Byzance va lui donner des chartes commerciales, des comptoirs, des emplacements, des avantages, qui vont constituer la richesse de Venise. Cette richesse va lui permettre de progressivement créer son espèce de thalassocratie, et de gouvernement assez unique, quand même,
dans l'histoire européenne, et dans l'histoire européenne surtout de l'époque, puisque c'est un gouvernement, l'exarchat de Ravenne, tout à fait. On va pas trop rentrer dans les détails, hein, mais oui, tout à fait, tout à fait. Ah, le Catepana d'Italie. Ouais, peut-être, ouais. Là, il faut voir que les noms dont parle Hiérophante, en fait, c'est les noms de divisions administratives impériales et orthodoxes. Vous voyez? Donc, c'est des noms inspirés du grec, c'est des noms qui sont inspirés des subdivisions romaines de l'Antiquité, mais remis en grec. Donc, c'est pour ça que c'est des noms un peu tardiscotés, hein. Mais oui, tout à fait. Vous avez encore des présences byzantines, des présences orthodoxes religieuses, des présences byzantines, des garnisons, des villes qui rendent hommage. Il faut bien s'en rendre compte de ça. Et donc Venise va constituer cette espèce de thalassocratie et de gouvernement complètement what the fuck, oligarchique, quasi démocratique, on pourrait croire d'apparence, mais qui en fait est vraiment un gouvernement oligarchique. Mais en fait, comme vous allez avoir une domination de la classe bourgeoise et marchande, quelque part, cette classe va être très surreprésentée dans Venise, et donc c'est quasiment une démocratie, quoi, on pourrait dire. Mais c'est vrai, mais je dis ça, mais c'est une oligarchie, faut être clair. C'est vraiment une oligarchie. C'est le pouvoir des riches, par les riches, pour les riches, avec des élections corrompues as fuck, mais vous avez quand même un système de contre-pouvoir, etc., d'état de droit, on pourrait dire, qui garantit la sécurité des citoyens de Venise, extrêmement corrompus, mais voilà, avec une relative stabilité sociale, puisqu'au final, ce gouvernement, cette Sérénissime République, c'est pareil, elle va durer jusqu'à Napoléon, il faut le voir. Donc ce système de gouvernement, il va s'imposer progressivement, s'établir, il va vraiment être efficace dans les années 1300 et effectif pleinement dans sa splendeur, ce qu'on appelle la Sérénissime République de Venise, dans les années 1400 et quelques. Mais il se constitue déjà à cette époque, c'est en cours, et il va durer jusqu'à Napoléon, jusqu'en 1800, où Napoléon va dissoudre la Sérénissime République de Venise. On va pas reparler de mes frasques avec Napoléon, je vais pleurer. mais voilà. Et puis avec une espèce de notion de fidélité à la ville qui est assez unique dans l'Europe de l'époque. Donc c'est assez original, c'est vraiment original cette époque. Alors comment Venise va arriver à ce stade de domination tel qu'on le connaît dans les années 1400-1500? Je vous disais du coup qu'elle était vassale de Byzance, en échange d'accords commerciaux. Il faut voir que Venise, c'est comme l'Angleterre de Napoléon. Faut pas croire que l'Angleterre de Napoléon était aimée en Europe. Tout le monde détestait les roast beef à l'époque. C'est juste qu'ils avaient plus peur de Napoléon et que l'Angleterre payait. Mais tout le monde avait peur de la domination maritime de l'Angleterre et tout le monde détestait les Anglais pour la domination commerciale qu'ils imposaient à toute l'Europe. Vous voyez ? Quand vous avez un monopole commercial, vous ne vous faites pas prier pour le faire respecter. Et bien Venise, c'est pareil. Venise commençait à avoir ce monopole commercial sur Byzance, et Byzance va finir par aller voir ailleurs et va aller soutenir Gênes. Alors Gênes, du coup, va commencer à se faire gratifier des avantages dans les îles de la mer Égée, ici, dans les comptoirs de Caffa, voilà, qu'elle va se faire obtenir. Donc ça, parce que j'ai peut-être dit Venise, mais c'est Gênes. Gênes s'implante en mer Égée et s'implante en mer Noire avec Caffa, etc. Pendant ce temps, en même temps, Gênes commence à monter en puissance, on en reparlera en mer Tyrrhénéenne, ici, à l'ouest. Face à ça, Venise voit ses monopoles perdus par Byzance. L'aigle de guerre sur GBA. Non, je connais pas, désolé. Je connais pas. Et du coup, c'est là que Venise va négocier le transport des croisés de la 4e croisade. Ah bon? D'accord. Après, ça, j'ai pas dit que... Je savais pas, mais j'ai pas dit que c'était implanté là. Je dis que Gênes va avoir des concessions commerciales et qu'à terme, elle va pouvoir s'imposer partout. Mais j'ai pas dit non plus que c'était imposé là. Ça, c'est je m'avance un petit peu. Je me souviens plus que c'était ça. Mais donc du coup, tac, où en étais-je? Venise, voyant son monopole mis en difficulté à Constantinople, par Constantinople, oui, tout à fait, par Constantinople, au profit des Génois, va négocier le transport. Oui, tu veux dire que Galata était le quartier génois de Constantinople. Oui, oui, ça c'est très connu. Très connu. Venise va négocier, va monnayer le départ des armées croisées vers la Terre Sainte. Les croisés ne vont pas pouvoir payer, et du coup les Vénitiens
en guise de paiement, vont détourner la croisade vers Constantinople en 1204. Voilà l'origine du siècle de Constantinople. C'est vraiment un coup de maître du doge vénitien Dandolo, qui derrière va être le roi du pétrole local. Faut bien voir, hein. Là derrière, on se sucrait en chopant la Crète, machin. Raguse, je ne suis pas sûr qu'ils avaient déjà Raguse à l'époque, mais l'île de Corfou, etc., l'île de B, ils vont choper, mais des accords commerciaux, parce que derrière, vous allez avoir une multitude de principautés d'États latins qui vont se former, qui vont tous concéder des avantages. Non, c'est quand même un génie, ce mec. Hein. C'est quand même un génie. Le mec, il a fait la fortune de Venise. Hein. C'est incroyable. Après, par contre, ce gros port. Après, c'est sûr que derrière, par contre, les conséquences géopolitiques ont été désastreuses. Hein. Désastreuses. Mais ce mec est un génie. Et voilà. Et donc, du coup, avec des concessions commerciales partout. C'est là que vraiment on va avoir la poussée de Venise comme une grosse puissance. Après, la grosse puissance de l'époque reste Gênes. Il va encore falloir une bonne 150 ans à Venise pour mettre à bas la puissance génoise à la bataille de Chioggia, au 1300, fin 1300, 1380 et quelques. Et où là, vraiment, Venise va être en situation de monopole total sur le commerce de la Méditerranée orientale. Et là, on est au 15e siècle, 16e siècle, et là, Venise est dans sa pleine puissance. Et dans sa pleine puissance en action. Mais par contre, déjà à ce moment-là, Venise va commencer à chuter tout doucement face à sa lutte à mort contre les Ottomans. Donc dans les années 1400, Venise est en situation de toute puissance. Et déjà ensuite, commence la lutte contre les Ottomans qui va épuiser Venise. Et qui va faire que derrière, elle va progressivement perdre de son influence. D'autant qu'en plus derrière, on a le début de la colonisation et la découverte de l'Amérique. On va passer rapidement sur les deux autres villes. Parce qu'on a Gênes et Pise. Alors Gênes n'est pas une ville ici. Et ça, c'est assez dommage. On va d'abord parler de Pise, parce que Pise est une autre cité marchande italienne de l'époque qui est relativement importante, en fait. Mais son heure de gloire, c'est plutôt justement au XIe siècle, dans les années 1000 et quelques. C'est une importante cité marchande italienne, hein, ça n'y a aucun problème, mais plutôt dans une autre temporalité. C'était une cité donc, qui était d'abord pareil, byzantine, qui ensuite a rallié l'influence pontificale, qui s'est soumise aux Lombards pour pas être emmerdée quand les Lombards ont déboulé, hein, on en avait parlé avec Pépin le Bref, etc. Et qui en a profité du coup pour acquérir les droits commerciaux, et qui va dominer la Méditerranée occidentale, toute la mer Tyrrhénienne, etc. Elle va prendre la Sardaigne, etc. Elle va prendre elle va s'imposer en Sicile, elle va participer notamment, parce que là on ne le voit pas, parce qu'on a déjà les Normands en Sicile, mais elle va participer activement. Oui, t'inquiète. Elle va participer activement à la lutte contre la domination musulmane en Sicile. Hein. Les musulmans étaient implantés en Sicile et dans le sud de l'Italie. Faut pas l'oublier. Hein. Ça aurait pu très mal tourner aussi cette affaire. Et du coup, les Normands et les Pisans vont mettre à bas la présence musulmane en Sicile. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Et ensuite, par contre, justement, elle va s'opposer aux deux cités, États marchandes de l'époque de sa zone, Gênes, qu'on voit ici, et Amalfi, comme le dit le bon Hiérophante, beaucoup plus au sud. Amalfi va se faire. Ancône, elle est beaucoup moins importante quand même. Hein. Tu dis Ancône, mais à la rigueur, Raguse, mais Raguse, elle est plutôt byzantine, puis elle n'est pas en Italie stricte, mais Ancône est quand même moins importante. Mais Amalfi était quand même très importante à l'époque au XIe siècle. Elle va se faire complètement raser par Pise. Et par contre, Gênes va écraser Pise. C'est pour ça que c'est un peu con d'avoir mis Pise et pas Gênes. C'est pas très historique. Parce que Gênes va rapidement prendre le pli. Et au début, je crois, au début de ce siècle, hein, je pense que c'est au début du XIIe, il va y avoir une bataille qui n'est pas connue, mais qui s'appelle la bataille de la Meloria. Et qui est pas mal en fait, parce qu'il faut se dire. C'est des villes, mais attendez, on va charger Pise. C'est des villes quand même qui n'ont pas non plus full de population, quoi. Surtout dans les années 1000, 1100, faut vous dire. Et c'est intéressant de voir, en fait, je sais plus les chiffres exacts, parce que là, ça, j'ai pas revu. Mais la bataille de la Meloria, en fait, c'est vraiment une défaite navale majeure de Pise. Et Pise, en fait, va tellement se faire saigner, elle va tellement perdre de marins et de nobles, etc., ça va tellement entacher sa population qu'en fait, elle ne s'en relèvera jamais. Je crois qu'il y a peut-être un quart en fait, enfin, si vous transposez le nombre de morts avec la population de la ville, je crois qu'il y a un quart de la population de la ville qui crève, quoi. Donc c'est monstrueux, Et c'est là, et Pise ne s'en relèvera jamais. Et après, elle va rester une petite cité mineure. C'est Gênes qui prendra le relais. Et on en a parlé un petit peu, hein, du coup.
Mais Gênes, par contre, va être une cité beaucoup plus importante, hein. Elle va prendre le relais de Pise, elle va dominer la Méditerranée occidentale, reprendre ses relais en Sardaigne, en Corse, etc. Elle va ensuite progressivement s'imposer sur le commerce aussi de la Méditerranée orientale. On l'a dit, elle poussera vers Kaffa, bon, bah, du coup avec les Mongols, hein, pas avec les Romains, j'avais oublié. Mais à terme, elle va dominer Venise, hein, pendant longtemps, hein. Jusqu'en 1350 et qu'elle domine Venise, hein. C'est elle qui a la domination sur la Méditerranée, hein. Venise est très puissante et elle a d'immenses avantages sur l'ancien empire de Constantinople. Mais c'est Gênes qui est la première ville commerçante de l'époque. Mais Venise va finir par la remplacer, la supplanter. On l'a dit à la bataille de Chioggia, entre autres. C'est pas aussi déterminant que la bataille de la Meloria, mais c'est une défaite très importante de Gênes, elle ne s'en relèvera pas. Et ben c'est pas mal tout ça. Il nous reste un État italien, et cet État italien, c'est le fameux royaume normand de Sicile, qui est une épopée absolument génialissime. C'est incroyable ce qui s'est passé avec ce truc. Faut vous dire qu'à l'époque, donc tu as parlé de Bari, hein, de la prise de Bari, à l'époque, ces villes ici sont des villes byzantines. D'accord? Il y a des musulmans en Sicile, des byzantins dans la corne ici. Vous allez avoir une troupe de Normands, donc de Normands, c'est-à-dire des Vikings, hein. C'est enfin dans l'idée, hein, c'est pas des Vikings comme on voit dans la série, mais c'est vraiment des Normands. C'est des Normands hérités des Vikings, menés par Robert Guiscard. On va tout de suite commencer à, on va vous montrer un petit peu quand même l'arbre généalogique. Mené par la figure de Robert Guiscard, qui est vraiment une figure mais légendaire de cette histoire. Elle est où la Sicile? Elle est là. Hop. Dans une épopée formidable qui, en fait, par la bénédiction du pape, hein, qui veut s'opposer à l'influence de Byzance, toujours pareil, le pape est toujours tiraillé entre se chercher des protecteurs, mais en même temps, ne pas avoir des protecteurs trop puissants qui peuvent lui imposer sa loi. Vous voyez l'ambiguïté avec Byzance et l'ambiguïté avec le Saint-Empire romain germanique. Et donc, du coup, le pape, il s'en mordra les doigts plus tard. Ah ouais, on va en parler, hein, ça, hein, on va en parler. Le livre de Roger, hein, on a eu un petit truc dessus, je pense. Mais avec une poignée de fidèles, avec la bénédiction du pape pour poutrer les Byzantins, il s'en mordra les doigts, hein, le pape, hein, on en reparlera. Il va conquérir toute la botte italienne, il va conquérir la Sicile, il va conquérir aussi des parties, se constituer un petit État en Afrique, Tunis, etc. va être prise par les Normands. Il va même envoyer un de ses fils, Bohémond de Tarente, devenir prince d'Antioche. Hein, incroyable ça aussi, hein, l'épopée de ces mecs-là. Ils vont mener des expéditions militaires au cœur de l'Empire, déstabilisant l'Empire byzantin, mais un truc de fou. Ah non. Déstabilisant l'Empire, un truc de fou. Ils vont faire pression sur Constantinople. C'est pour ça que ça vous explique le fait que les relations entre les croisés de la première croisade et l'empereur de Constantinople sont compliquées. Vous voyez? Sont très compliquées. Tac. Hop. Ah bon? Ça, je me souviens plus. Mais vous voyez, ça va être des relations compliquées parce que vous dites-vous que Bohémond de Tarente, c'est un type qui allait tailler le bout de gras. Ah, c'est de la Tim Cook. Qu'est-ce qu'il raconte là? Hello there, la poutre de Mako de Pépé. Un nouveau fidèle qui nous rejoint. Faut vous dire du coup que j'espère que tu vas bien, mec, hein. J'espère que ça va bien pour toi. On est en pleine session historique, on refait un petit point sur l'histoire, mais là t'arrives sur la fin, désolé. Ça va être moins fourni, moins intéressant. Faut vous dire que le Basilius de Constantinople voit débouler devant ses portes des armées, commandées par Bohémond de Tarente, le mec qui, genre peut-être 10-15 ans avant, est allé exploser ses armées et menacer sa capitale, quoi. Donc vous vous doutez qu'il n'est pas ravi de le voir débouler. Roussel de Bailleul, né en Normandie, général romain, il s'est installé à Rome en Anatolie. Bon, c'est stylé. Génial. Mais non, la poutrelle de Hiero. la poutrelle de Hiero. Donc faut vous dire que voilà, donc l'épopée de ce royaume normand est fabuleuse. C'est vraiment génial. Alors ouais, j'exagère un peu en disant que le pape s'en mordra les doigts, mais à plusieurs moments, il s'en est mordu les doigts, hein, quand même. Disons que en fait, vous avez un État influent à ses frontières. C'est toujours pareil. Le pape évite toujours. Il veut entretenir le bordel. Donc le pape évitera toujours d'avoir des États influents. Donc quand même, il y a des moments, il sera
il sera emmerdé par les Normands, mais l'avenir du royaume de Sicile est très particulier, puisqu'en fait, cette dynastie fondée par Robert Guiscard de Normand, hein, Tancred, ici, c'est pas lui, hein, c'est pas Robert Guiscard ici, hein, c'est pas ce mec-là, hein, il est trop vieux. Faut vous dire que cet empire va être bousculé au niveau dynastique et va être ensuite déglingué par le descendant de Frédéric Barberousse. En fait, par le jeu des mariages, l'empereur Henri VI le Cruel du Saint-Empire va avoir des claims, des droits sur le royaume de Sicile et va venir anéantir la dynastie de Tancred, de Robert Guiscard, avec notamment Tancred de Lecce, qui est un petit peu connu. Épisode assez brutal de l'histoire, hein, où les Hohenstaufen vont s'imposer en Sicile. Ça a été très mal perçu, évidemment, vous vous en doutez. Le pape, mais alors là, imaginez le pape qui voit son royaume pris en tenaille par une Italie du Nord théoriquement sous contrôle impérial et une Sicile aux mains de Henri le Cruel, empereur des Hohenstaufen. Du coup, le pape va appeler à la rescousse les Français et Charles d'Anjou pour venir s'installer en Sicile. D'où le fait que vous ayez une présence française dans le royaume de Naples et le royaume de Sicile. Alors, cette présence, elle est très importante parce que du coup, elle est de courte durée. Hein. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle les vêpres siciliennes, où les Siciliens vont se révolter contre la présence française, qui était un peu trop exubérante et un peu trop arrogante, en fait, et qui ne respectait pas assez les particularismes locaux. Du coup, vous avez quand même malgré tout une présence française légitimée sur place. C'est ce qui expliquera les guerres d'Italie. Quand la France viendra mettre le pied en Italie dans les années 1498 jusqu'en 1557, avec 11 guerres d'Italie, je crois, ou 9, 11 guerres d'Italie, c'est à cause de ça. C'est parce que la maison d'Anjou va avoir une importance et va avoir des droits sur le royaume de Sicile. Alors c'est de courte durée comme on l'a dit, puisqu'ensuite le pape va avoir peur de la France, hein, toujours pareil, le pape a peur de tout le monde. Donc il a appelé la France pour déglinguer la présence impériale, mais la France s'installe, et donc du coup il va appeler qui? Il va appeler l'Aragonais. On en a parlé, l'Aragon va se tailler un empire en Méditerranée. Et bien cet empire prendra la Sicile. Et à terme, l'Espagne, ce sera elle qui aura une place là-bas. Les Bourbons de Sicile. Donc vous avez vu, mine de rien, qu'en plus, au passage, ça nous permet de dire que c'est une autre importance, c'est une autre particularité de la dynastie française, des Capétiens, ça va être qu'elle va être présente partout. Elle va être présente partout. Elle va être présente en France, elle va être présente en partie, on peut dire, en Angleterre, elle va être présente en Sicile, elle va être présente en Hongrie, elle va être présente sur l'Empire latin de Constantinople, partout. Partout, partout, partout. Voilà, voilà. Du coup, je vais arrêter de dire du coup, par contre, j'ai l'impression que je dis beaucoup là. De fait, Monte-Sicard, c'est un nom de kebab. En Sicile, une enclave à Bénévent, ouais. C'est vraiment un peu le pape. Mais ouais, non, mais il joue serré. Il joue serré. C'est un peu heureux, t'as raison. Il se chie dessus régulièrement, le pape. Tu te rends compte que, en fait, c'est un souverain qui est potentiellement en capacité de faire chier tout le monde, mais qui n'a pas les moyens de ses ambitions, tu vois. En fait, au niveau temporel. Tout ce qu'il a à faire, c'est brandir des menaces. Mais à partir du moment où il a excommunié un souverain, si le mec décide de venir lui exploser la face à Rome, ou de mener un complot à Rome contre lui, ou même de nommer un anti-pape, ce qui a été très fréquent, tu vois, je t'ai parlé du schisme d'Occident avec pape d'Avignon, pape de Rome, mais il y a eu énormément d'antipapes germaniques. Le Saint-Empire romain germanique, parfois, a nommé des antipapes. Bah, courage, quoi. Hein. Courage derrière. Donc, au niveau géopolitique, il a fallu qu'il joue serré, hein, le pape. Hein. Et il y est plutôt pas mal réussi. Écoutez, il est déjà bien tard. Hein. Va falloir qu'on parle quand même de l'Europe orientale. Je vais me dépêcher. Je vais aller vite là quand même, hein, parce que là ça commence à être long. Ou alors attendez. Écoutez, on va faire une. Je suis en train de réfléchir. Nigger. Ouais, je vais quand même faire une autre vidéo, petite vidéo de rajout. Ouais. Hop. Les margoulins sur YouTube, je vous laisse. Tous ceux qui suivront ça sur YouTube, je vous laisse là. Mais on embraye tout de suite sur Twitch avec la dernière vidéo qui sera plus courte, que je vais rusher un petit peu, mais au moins ce sera un peu plus digeste. Parce qu'il y a quand même encore beaucoup de choses à dire. Donc écoutez, à la revoyure, portez-vous bien. Petit pouce, la cloche, abonnez-vous si ça vous plaît. Allez, ciao ciao.
Portez-vous bien. Salut.